Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est de tout simplement vous accompagner et vous aider à booster votre employabilité aux États-Unis, faire en sorte que ce soir, on soit en capacité à vous donner quelques conseils intéressants pour réussir justement ce départ. On a la chance d'avoir avec nous Alexia qui va se présenter un peu plus tard et qui va nous donner plein de conseils et surtout aussi son point de vue. C'est ça qui est le plus important. Mais avant de commencer, je pense que ce qui est intéressant, parce que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais utilisé la solution qu'on a ce soir, qui est Livestorm. Et l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible, que ce ne soit pas juste de l'info descendante. L'idée, c'est que vous participiez avec nous à ce webinaire. Alors, vous avez sur la droite un panel. J'espère que vous le voyez tous. Et en bas de ce panel, vous avez des choses intéressantes. Vous avez un onglet sondage, un onglet questions et un onglet chat. Sur l'onglet chat, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, bonjour, etc. Par contre, si vous voulez nous poser des questions à moi et Alexia, c'est absolument dans la catégorie questions qu'il faut le faire. L'idée, c'est que vous posiez un max de questions, que ce soit sur comment trouver un stage, que ce soit sur comment faire les démarches de visa, sur voilà, plein de choses. Allez-y. C'est sur l'onglet questions, c'est là où principalement je serai. Et ensuite, il y a un petit onglet sondage sur lequel on va vous poser quelques petites questions de temps en temps sur le webinaire pour tout simplement mieux vous connaître et être en capacité à peut-être orienter notre présentation, notre discours pour s'adapter tout simplement à vous par rapport à l'audience, de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire ça ensemble ce soir. Donc, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à cet événement. On approche les 500 inscrits. C'est normal. Les États-Unis ont réouvert leurs portes après 2 ans de fermeture pour les jeunes pour les jeunes Français qui souhaitent partir en stage aux USA. Donc, vous êtes nombreux à vous poser la question de comment partir en stage aux USA, mais aussi comment trouver, comment le faire, comment faire les démarches de visa. Donc, l'idée, c'est d'aborder tous ces sujets rapidement ensemble ce soir. Important, on va respecter une deadline, c'est qu'à 19h30 ce soir, ça sera terminé. Donc, malheureusement, si on n'a pas abordé tous les sujets, ce n'est pas grave. Vous pourrez tout simplement après nous contacter, on vous donnera, enfin vous aurez mes coordonnées si jamais vous avez besoin de questions supplémentaires, de réponses à vos questions à la fin. Mais Alexia a une vie active aussi et du coup à 19h30 elle doit nous quitter. Donc voilà, c'est un peu les contraintes que nous avons, mais on est déjà très heureux d'avoir avec nous Alexia. Ça va être la première chose qu'on va faire, c'est on va demander à Alexia de se présenter. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était étudiante pour partir en stage aux USA, si elle s'en rappelle, et puis qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis après, on rentrera sur la présentation. Merci beaucoup, Alexia, et bonsoir. Bonsoir d'être avec nous. C'est très sympa de donner un petit peu de ton temps. Est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer un petit peu, toi, quand tu étais à la place de tous ces jeunes qui sont là ce soir, la genèse de ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait ou qu'est-ce qui t'a poussé à partir en stage aux USA et puis après, l'après aussi, ça va intéresser, je crois, beaucoup de monde. Tout à fait. Alors, merci Yves, et ravie de vous voir en virtuel. Donc oui, je peux déjà reprendre mon parcours depuis le début de l'université. Donc, j'ai fait une licence en économie. D'abord à Nancy, une université, voilà, pas de grandes écoles, juste université d'économie et de droit. Et ensuite, j'ai fait ma licence 3 à Pau. Et pendant cette année de licence 3, on était encouragés à partir une année à l'étranger pour faire voilà, une année d'études Erasmus. Et donc, je suis partie en Irlande pendant 1 an. Et à ce moment-là, donc, je ne parlais pas anglais. Donc, on peut tous apprendre l'anglais. Et si on n'a pas le bon niveau à la fin du bac, c'est pas grave. J'en suis la preuve vivante. Et donc, l'année en Irlande voilà, était très enrichissante. J'ai adoré vivre à l'étranger. J'ai adoré la culture, voilà, rencontrer d'autres personnes. Et donc, j'ai voulu essayer de retrouver un master qui me permette de continuer à l'étranger. Donc, j'ai fait un master qui m'a permis de faire mon M1 à Lyon. Voilà, c'était un IAE de Lyon,
en management international. Et le M2, vous avez un partenariat en République tchèque, et donc je suis partie en République tchèque pour faire mon M2. Donc ça, c'est un autre commentaire, c'est que si… voilà, on peut parler anglais, il n'y a pas que les pays anglophones, on peut apprendre l'anglais. En République tchèque, c'était des cours en anglais, et c'était également voilà, une vie étudiante, on ne parlait que l'anglais. Et puis après cette année de M2, je cherchais un travail et je n'ai rien trouvé. Voilà, c'était une année qui n'était pas forcément évidente, 2008-2009, je crois. Et donc, je suis partie en Espagne, je suis partie d'ailleurs aux États-Unis, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Les seules offres que je trouvais qui m'intéressaient, c'était dans tout ce qui était stage et alternance. Voilà. Donc, refaire un pas en arrière, et donc, c'est ce que j'ai fait au final. Je me suis trouvé une petite école à Paris, à Pantin, pour faire de l'alternance. J'ai trouvé une alternance très intéressante chez Saint-Gobain en ressources humaines. Donc, ma carrière, c'est les ressources humaines, plus précisément la mobilité internationale. Donc, la mobilité internationale, c'est quand on aide les gens à se déplacer au sein de leur entreprise, soit faire voilà, des voyages d'affaires, soit partir de manière permanente ou partir en expat, voilà, quelques années. Et donc, j'ai fait ce stage, cette alternance pendant 1 an en France. Et via ces contacts et via mon expérience en France, on m'a proposé un VIE aux États-Unis en ressources humaines, mobilité internationale. Et donc, je suis partie 1 an et demi en VIE aux États-Unis. Voilà. Et ensuite, je suis restée. Donc là, il y a eu un peu de mélange vie personnelle. Mon mari est américain, donc j'ai pu me permettre de rester. Et voilà. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Super, merci. Et pourquoi avoir voulu faire un stage aux USA, enfin, avoir voulu partir aux États-Unis? Alors, c'était un peu les circonstances ont fait que. Je pense que déjà, le plus important, c'est un stage. C'est pour tous ceux qui sont avec nous là. Soit vous êtes encore étudiant, soit vous venez de finir vos études, mais si vous ne les avez pas encore commencé peut-être. Les stages sont hyper importants. Ça vous permet d'acquérir une expérience professionnelle, de vous vendre ensuite auprès des entreprises, des employeurs potentiels. Donc, un stage. L'étranger, ça rajoute une autre connotation. Vous allez pouvoir vous améliorer dans la langue. Vous pouvez découvrir une autre culture, une autre façon de travailler. Voilà. Et les États-Unis, alors pourquoi les États-Unis? De nouveau, c'était un peu la chance au final. C'est vrai que mon expérience d'alternance est très bien passée. Et il se trouve qu'il y avait voilà, cet intérêt dans l'équipe qui était basée donc, aux États-Unis. Et j'ai envie de dire que voilà, ça a été très intéressant, très enrichissant. Et pour en avoir très peu travaillé en France, au final, j'ai tout de suite travaillé aux États-Unis et j'y suis depuis 10 ans. Je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si j'étais restée en France. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, voilà, probablement à partir aux États-Unis, une façon de travailler qui est différente et qui promeut les initiatives, etc. Super, super. Ben, merci beaucoup pour ce démarrage. Donc, on est ravis d'être avec toi ce soir, Alexia, parce que du coup, les jeunes vont avoir pas mal de questions. Alors, avant qu'on attaque cette présentation, plusieurs choses. J'ai posé 2 questions dans la partie sondage. Allez-y, répondez-y. Comme ça, on voit un petit peu où vous en êtes dans vos recherches, etc. Et comme ça, on va pouvoir vous aider. Et deuxième chose, allez-y, posez des questions. Je vois déjà les questions qu'on a qui sont de Charlotte, Mohamed, etc., qui sont là présents. C'est super. Allez-y, posez toutes les questions. Et surtout, vous avez la possibilité de liker les questions qui ont déjà été posées. Comme ça vous évite de les reposer. Et plus les questions sont likées, plus elles auront de chance de passer et d'être posées à Alexia ou moi-même. Donc, allez-y, posez un max de questions. Comme ça, on va avancer durant toute cette présentation avec vos questions. L'objectif, c'est que ce soit interactif et que ce soit on réponde à vos questions. Ça ne sert à rien qu'on parte à faire une présentation qui n'a aucun intérêt pour vous. Il faut qu'on le fasse, on fasse ce webinaire pour vous. OK, super. Donc, je vois les likes, c'est parfait. Je vois que déjà la question de Diana, elle est likée 13 fois. Parfait. OK, donc je vois de l'intérêt, je vois comment on trouve un stage aux USA, des questions de visa, etc. Parfait. On va aborder tout ça. C'est l'objectif. Question sondage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une majorité d'étudiants en master. On a une majorité d'étudiants et on a en fait, on a 22% de diplômés. Le reste, ce sont des étudiants. Il n'y a pas de lycéens ce soir. Parfait. Et bien voilà, on va attaquer cette présentation. Alors,
Du coup, l'objectif de la conférence, de ce webinaire, c'est comprendre les avantages de faire un stage aux USA, connaître les outils pour rechercher efficacement un stage aux USA, connaître les attentes des entreprises américaines, comment réussir son CV pour les stages aux USA, comment réussir son entretien, découvrir les formalités de départ aux États-Unis. On parlera un petit peu du Covid. Et puis, restez bien jusqu'à la fin, on vous offrira un petit cadeau. Alors, pourquoi partir en stage aux USA? Et bien, du coup, Alexia, elle a donné un petit peu son point de vue. Mais Alexia, est-ce que tu aurais, par exemple, la réponse, j'ai envie de dire, pour toi, la plus grosse raison de faire un stage aux USA, ça serait laquelle? N'ayant pas fait de stage ailleurs, j'ai pas envie d'être négative. C'est vrai que l'expérience, parce qu'en fait, le stage aux USA, ça peut être stage VIE, enfin, c'est les premières expériences. Alors, voilà. Je n'ai pas travaillé dans d'autres pays, donc je ne sais pas comment sont les autres pays, hein, et je pense qu'on peut peut-être acquérir une même expérience, mais c'est vrai que, de nouveau, le stage que j'ai fait était un stage qui avait un sens, voilà, qui était intéressant et qui était une expérience professionnelle. Voilà, ce n'était pas juste un stage. Mais d'ailleurs, mon expérience en France, c'était pareil. Hein. L'alternance que j'ai fait pendant 1 an, voilà, on m'a donné des responsabilités, on m'a considéré comme un employé. Et aux États-Unis, voilà. Donc, c'est vrai que cette expérience, voilà, c'était vraiment un plus. Voilà. Après, on peut dire, voilà, on a déjà 2 ans et demi d'expérience. Même si c'était dans la théorie une alternance et un VIE, j'avais vraiment l'impression d'avoir une expérience professionnelle. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas trop par rapport au niveau du pays, mais c'est un vrai travail. Génial. Excellent. Excellent. Alors, du coup, selon nous, pourquoi faire un stage à l'étranger déjà à la base? Parce qu'en effet, et Alexia le dit, il n'y a pas que les États-Unis, il y a plein d'autres pays. Mais c'est qu'en France, il y a des études qui ont été faites que 63% des entreprises estiment qu'une expérience à l'étranger est un critère important pour l'embauche. Et 84% des étudiants désirent avoir une expérience à l'étranger durant leurs études. Pourtant, eh bien, il y a 66% des étudiants qui finiront leurs études sans la moindre expérience à l'étranger. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que, bon, Alexia, elle n'a pas eu le privilège de revenir en France avec tout son cursus, mais je pense qu'elle aurait séduit plus d'un recruteur. Parce que elle a un bagage international, etc., et que les entreprises françaises essayent de plus en plus de se développer à l'international. Donc ça, c'est pour l'employabilité. Maintenant, pourquoi le faire aux États-Unis? Eh bien, en fait, on se rend compte que, et ça, ce sont les chiffres de l'ambassade des États-Unis, avant crise, donc en 2019, c'est qu'il n'y avait que seulement 3700 étudiants français qui partaient faire un stage aux USA, parce qu'en fait, ça, c'est tout simplement le nombre de visas qui ont été émis sur une année. Alors qu'il y a 2,5 millions d'étudiants en France, ça représente 0,14% des étudiants français. Donc, conclusion, selon moi, c'est qu'une personne qui a fait une expérience valorisante de stage aux États-Unis a un CV qui est rare et donc assez unique sur le marché. Donc, c'est un moyen de se rendre différent et de peut-être d'être perçu différemment par les recruteurs. Alors, pourquoi faire un stage aux États-Unis de manière globale? Après, vous avez plein de critères. Vous allez perfectionner votre niveau d'anglais, vous allez découvrir le monde, vous allez vous développer à titre personnel, parce que ça va vous faire grandir. Vous allez gagner en autonomie, confiance, maturité. Et puis, vous allez booster votre CV et donc votre carrière. Alors, est-ce que déjà, sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions sur Je ne pense pas qu'il y ait forcément de questions sur le pourquoi faire un stage aux États-Unis. Je pense que d'après ce que je lis, on est beaucoup plus sur des questions du comment. Et on va essayer d'aborder ça pour que vous ayez matière à trouver votre stage. Parce que je vois que la majeure partie d'entre vous, vous n'avez toujours pas trouvé votre stage. Il y a 2 personnes qui ont trouvé leur stage déjà. Donc, ces 2 personnes-là qui ont rempli ça sur le sondage, la partie qui sera très intéressante pour vous, elle arrivera un peu plus vers la fin, mais restez bien parce qu'il y a des informations très importantes sur les démarches de visa. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé, l'idée, c'est qu'on aborde le sujet de comment aller trouver ce stage. Alors, comment trouver son stage? On va demander à Alexia. Alexia, est-ce que tu aurais des conseils à tous ces jeunes qui sont là ce soir? Parce qu'en plus, d'autant plus que tu travailles sur la mobilité internationale, donc tu as connaissance de beaucoup de profils qui ont justement, qui viennent peut-être de la France aussi. Comment est-ce qu'on pourrait aider et accompagner tous ces jeunes ce soir? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller?
Alors, c'est vrai que les stages, je pense que c'est pas comme le milieu professionnel, hein. Une fois qu'on a de l'expérience, voilà, c'est une autre façon de rechercher un emploi, mais de ce dont je me souviens, le stage, voilà, il y a des offres. Je me souviens que j'avais postulé à des offres. Pareil pour les VIE. C'est vrai que ça n'a pas forcément trop donné. Je ne sais pas si les chiffres sont toujours exacts, mais dans le passé, on me disait qu'on trouve que la plupart des offres, je ne sais pas citer quel pourcentage, ne sont même pas postulées, ne sont même pas postées. On trouve un stage soit via son réseau, via une opportunité en interne. Je pense que mon conseil, et ça a un peu marché pour moi au final, c'est voilà, même si l'objectif final c'est d'être aux États-Unis, de faire un stage à l'étranger, parfois il faut savoir prendre le chemin un petit peu plus long et peut-être commencer par se créer un réseau en France ou par tout simplement faire un stage en France. Et ensuite, voilà, d'avoir un pied dans l'entreprise, pouvoir faire ses preuves déjà, montrer qu'on est motivé, avoir accès à des offres de nouveau qui ne sont pas forcément publiées en externe, ça pourra peut-être vous aider à décrocher le stage ou l'expérience aux États-Unis. Donc, du coup, le point fort, c'est déjà mettre en avant votre expérience. Oui, oui, oui. Ou bien ne pas, voilà, je me souviens hein, dans le passé qu'il y en avait certains qui s'arrêtaient, voilà, et qui recherchaient un emploi pendant un an. Ben non, on fait pas rien pendant un an, on fait autre chose, voilà, pour continuer à se valoriser, pour montrer qu'on est motivé, qu'on est optimiste, voilà. Donc, super. C'est mon conseil. Ok, donc du coup, en effet, si vous voulez trouver un stage aux USA, ça sera difficilement votre première expérience parce que ça serait un petit peu dur pour vous. Donc, en effet, trouver un stage aux USA, il faut déjà avoir un peu de bagage que vous avez peut-être acquis durant vos études et qu'il va falloir qu'on mette en avant. Donc là, on va peut-être essayer de vous expliquer comment bien le mettre en avant. Alors, déjà, comment chercher un stage aux USA tout a beaucoup évolué ces dernières années dans le recrutement. Il y a forcément, avant, la méthode, c'était très certainement de passer par des job boards, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réseau. C'est beaucoup plus le réseau professionnel. Donc, il y a il n'y a pas une science exacte. Il n'y a pas une science exacte sur comment chercher. Moi, je vais vous donner des pistes. Je vais essayer de vous donner des conseils par rapport à ce que nous on voit et par rapport à ce qui marche. Mais là, aujourd'hui, si vous voulez maximiser la façon de trouver un stage aux États-Unis, il faut le faire de manière très précise. C'est-à-dire que déjà, vous devez savoir globalement ce que vous voulez rechercher. C'est pas je recherche un stage aux USA. Vous avez déjà un désir particulier par rapport à une industrie, par rapport à un domaine, par rapport à une ville peut-être, une zone géographique que vous préférez, etc. Bah, tout ça, ça va être des mots-clés en fait pour vous. Et ensuite, en fonction de ces mots-clés, eh ben, vous allez voir qu'il y a tout un réseau qui peut se créer autour de ça. Et en fonction de ça, après, ben, vous avez des outils qui sont géniaux, comme LinkedIn, où vous pouvez très facilement avoir accès aux décideurs, aux RH. Et bien sûr, après, ben, il faut avoir toute une stratégie de relance. Donc, il y a plein d'outils qui sont à destination qui vous permettent justement d'être agile dans votre recherche de stage. Et il faut absolument les maîtriser pour ensuite être performant et pas perdre de temps. Vous avez donc quelques sites que je liste, les Indeed, internship.com. My Internship Abroad, c'est une agence dont je suis le CEO pour vous aider à trouver un stage aux USA. Vous avez les groupes Facebook. Sur les stages aux USA, il y a plein de groupes où des entreprises déposent directement des annonces et vous avez directement les coordonnées de la bonne personne. Et puis, vous avez LinkedIn qui est pour moi le réseau numéro 1 si vous recherchez un stage aux USA. Très honnêtement, vous pouvez faire des recherches sur Google très simples sur ce que vous recherchez. Et puis ensuite, vous allez creuser les décideurs dans les entreprises que vous avez trouvées par rapport à vos recherches, par rapport à vos mots-clés. Moi, je rencontre énormément de jeunes qui ont fait de cette manière-là et ça a marché. Ça a marché. Les conseils qu'on peut donner, bon, déjà, à la base, il faut savoir qui vous êtes, ce que vous recherchez et quelles sont les possibilités. Exemple, vous avez des écoles qui acceptent certaines choses. Vous avez aussi à prendre en considération les formalités de visa. C'est-à-dire que si vous recherchez un stage aux USA pour demain, ça ne sera pas possible parce qu'il faut du temps pour faire les démarches de visa. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, ben, si vous êtes en recherche active, aujourd'hui, les réseaux sociaux
c'est très utilisé, c'est très important. Ben, soyez pro et nettoyez un maximum de choses. Toutes les photos qui soient pas forcément qui vous mettent pas forcément en valeur. Aujourd'hui, si vos profils ne sont pas privés, ben, on peut trouver des choses qui vous rendraient enfin, qui vous donneraient pas toutes les chances de réussir à trouver le stage que vous souhaitez aux USA. Et le plus important, eh ben, c'est la persévérance dans la recherche de stage aux USA. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faut tenir un carnet de bord pour répertorier vraiment toutes vos candidatures, que vous puissiez vraiment être très rigoureux dans la gestion de ce carnet, à la fois quand vous envoyez la candidature et les différentes relances que vous avez, avec les différents commentaires qui ont été communiqués, pour que vous vous y perdiez pas dans le flot des différents retours que vous allez avoir des recruteurs. Parce qu'en effet, souvent on a ah, j'ai candidaté, mais vous êtes qui? Ah ben on s'est eu au téléphone il y a 2 semaines. Ah ok, oui. Donc ça fait pas très pro. Donc voilà, il faut être propre par rapport à ça. Et c'est surtout que il faut postuler. Donc il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie de dire je fais une grosse base de données Excel et j'envoie un énorme emailing qui est absolument pas personnalisé, et puis après j'ai pas de retour. Et les jeunes nous disent mais pourquoi? On dit qu'il y a un moment donné il faut personnaliser un minimum. Et puis il y a peut-être les petites candidatures. Chaque soir j'envoie 3 candidatures et le soir d'après 3 candidatures. Et puis après je relance quelques jours plus tard les 3 premières candidatures que j'ai envoyées. Et au fil du temps, eh ben en fait vous allez vous créer un petit réseau d'entreprises avec qui vous allez travailler justement cette possibilité de partir en stage chez eux. Ok? Donc ça c'est important. Persévérer. Ensuite, en termes de rémunération, moi, ça m'intéresse, c'est parce que c'est un sujet qui est très vaste. Alexia, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la rémunération aux États-Unis? Comment ça fonctionne? Comment sont perçus les stagiaires aux États-Unis en termes de rémunération? Alors, je peux parler de moi. Et j'ai regardé un petit peu les questions. Hein. Le VIE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça m'a paru évident, mais c'est parce que je l'ai fait. C'est le volontariat international entre une entreprise. C'est un peu comme un stage, sauf que c'est un statut différent. Et en effet, hein, j'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire, il faut être français pour pouvoir faire un VIE. On peut seulement faire un VIE avec une entreprise française également, il me semble. La rémunération, donc, via le VIE, on est rémunéré. Voilà, parce que le VIE passe par un organisme qui oblige les entreprises à rémunérer leurs salariés, enfin, pardon, leurs étudiants, leurs stagiaires. Si on n'est pas rémunéré, dans le passé, j'ai l'impression qu'il y avait au moins un soutien peut-être pour le logement peut-être, ou pour les frais de transport. Voilà. Après, Yves, je vais retourner la question vers toi parce que je ne sais pas, aujourd'hui, c'est les stagiaires avec le fameux visa G1. Est-ce qu'il faut rémunérer ou est-ce qu'on peut ne pas rémunérer? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En fait, aux États-Unis, c'est le pays des extrêmes. Ça va de très à droite à de très à gauche. Je parle pas politique, hein. Je parle dans beaucoup de choses. Vous avez des ultra sportifs et vous avez des personnes qui mangent très très mal. Vous avez des très pauvres et vous avez des très très riches. Bon, on connaît cette caricature des États-Unis. C'est un peu pareil pour la rémunération pour les stages. Vous avez cette caricature de ce film Le diable ne s'habille pas en Prada. Où en effet les stagiaires vous serez non rémunérés ou très peu rémunérés sur tout ce qui touche la mode à New York. Voilà, ça c'est une vérité, c'est un business qui est comme ça, c'est une industrie qui fonctionne comme ça. À l'inverse, nous on a déjà sponsorisé des jeunes qui sont partis en Californie et qui étaient payés $8,000 le stage par mois. Mais parce que ils intègrent des Google, des Microsoft, des Facebook et ça fait partie de leur processus de recrutement parce qu'en Californie, il y a une guerre énorme qui est mise en place sur le recrutement des talents. Mais voilà, ça va de 0 à 8 000, par exemple. Ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de minimum légal comme en France où vous êtes rémunéré un minimum de, si vous faites plus de 2 mois de stage, vous êtes rémunéré aux alentours de 570 € par mois. Aux États-Unis, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Et ça se négocie. Ça se négocie, tout peut se négocier.
Qu'est-ce qui peut se négocier? Il peut se négocier le billet d'avion, il peut se négocier les frais de visa, il peut se négocier après les dépenses de vie, c'est-à-dire que souvent on a le paiement à New York de la MetroCard qui coûte quand même $200 par mois. Vous avez la nourriture aussi, ils vous payent le lunch à midi. Voilà, donc c'est tout plein de petites choses. Donc à voir après. Maintenant, la non-rémunération est fréquente aux États-Unis. Il faut le savoir. Et nous, on le voit comme un investissement. C'est-à-dire que vous l'avez vu, il y a très peu de jeunes Français qui partent faire un stage aux États-Unis. Et du coup, il faut le voir comme quelque chose qui sera enrichissant pour vous. Maintenant, il faut que ça rentre dans votre parcours. Il faut que ça soit quelque chose de valorisant. Si vous allez faire serveur à New York, et c'est pas forcément un stage super valorisant pour vous, c'est autre chose. Donc là, ça n'a pas forcément d'intérêt d'y investir beaucoup d'argent. Il faut que vous soyez rémunéré par rapport à ça. Par contre, si vous allez faire un stage dans votre domaine d'études, il y a fort à parier qu'après 6 mois de stage dans votre domaine d'études à New York, peut-être non rémunéré, vous rentriez en France avec un CV qui soit fortement apprécié par les recruteurs sur l'expérience qui suivra. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas forcément se braquer si jamais votre stage n'est pas rémunéré. Maintenant, plus votre stage durera, plus vous aurez de chances d'être rémunéré. Moi, je parle souvent, si vous partez pour 6 mois, vous méritez une rémunération et il y a, ça se négocie avec les entreprises parce que vous allez leur apporter de la valeur et les entreprises sont compréhensibles par rapport à ça puisque pour vous, il y a quand même un billet d'avion à payer, il y a quand même des frais de visa qui sont à payer. Voilà. Donc, ça se négocie, mais c'est à vous de voir et plus vous vous y prenez tôt dans le processus de recherche d'un stage, plus vous aurez de chances de discuter avec des entreprises, plus vous aurez d'opportunités pour avoir une bonne compréhension de comment ils fonctionnent et du coup de négocier à la hausse votre mission et votre stage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, je regarde, je fais juste un petit screen de ce que je peux voir. Donc, les démarches de visa, ça va être pour un petit peu plus tard. On va les aborder, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, Arthur nous pose la question, quels sont les secteurs qui sont les plus demandés, je pense, les plus demandeurs de stagiaires? Quels sont les secteurs les plus demandeurs de stagiaires? Très bien. Franchement, vu la taille du pays, il y a de tout. Après, pareil, là où tout ce qui est tech en Californie, ça recrute à tour de bras. Nous, on avait fait pareil un webinaire avec un jeune qui était parti en Californie et qui était resté et donc après son stage en tout ce qui touche au domaine de la tech, donc ingénieur, etc. Donc dans la programmation, intelligence artificielle, etc. Si vous êtes dans ce secteur-là, vraiment, si vous êtes dans ce secteur-là, cherchez en Californie et vous allez trouver des opportunités juste phénoménales. Donc eux, ils sont en demande. Il y a une pénurie à ce niveau-là. Donc allez-y. Après, vraiment, nous on voit beaucoup d'offres de stages en ce moment. Il y en a beaucoup. Là, on a été contacté, pareil, par une grosse boîte dans l'hôtellerie, restauration. Ils recherchent à recruter 50 jeunes donc en Floride, en Visagie 1. Donc, dans tout ce qui est hospitality management, donc des jeunes qui apprennent le management hôtelier de haut de gamme. Donc, il y a de tout. Ça repart. On sent que ça repart. Mais ça, c'est peut-être un sujet après que Alexia pourra nous dire un peu la crise qui a été vécue aux États-Unis. Vous connaissez la crise qui a été vécue en France. Voir un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils ont été beaucoup moins touchés que nous et que l'économie est repartie plus rapidement que nous. Alexia, est-ce que tu pourrais nous donner nous faire un petit mot là-dessus sur les secteurs qui recrutent le plus en ce moment aux États-Unis? Ça, je ne pourrais pas dire. Et par rapport à la crise, comment la crise? Alors, par rapport à la crise, alors de nouveau, c'est très différent. Hein. Le droit américain n'a rien à voir avec le droit du travail américain, n'a rien à voir avec le droit du travail français. Alors, c'est vrai qu'en France, j'ai suivi les informations où
voilà, beaucoup de personnes ont été mises en chômage partiel. Ça n'existe pas aux États-Unis. Hein, voilà, on est licencié. Et le chômage aux États-Unis, c'est pas le chômage en France. C'est pas les mêmes montants, c'est pas la même durée. Donc c'est vrai que il y a, oui, il y a beaucoup de risques quand on travaille aux États-Unis. Hein, on peut se faire embaucher du jour au lendemain. On peut être licencié du jour au lendemain sans rien avoir. Voilà, on perd son assurance médicale, hein, on n'a plus de salaire, mais aussi voilà, on a beaucoup d'opportunités et c'est pour ça sûrement qu'il y a eu un rebond peut-être qui était différent. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, la crise a été gérée par État, hein, pas forcément au niveau fédéral. Donc chaque État avait une approche qui était différente. On n'a pas été en confinement aussi extrême qu'en France. Il y a eu des confinements, mais on n'a jamais été interdit de sortie. On n'a jamais été. Alors peut-être dans des grandes villes. Hein, c'est vrai que moi j'habite à l'extérieur de Philadelphie, et donc j'ai toujours eu la possibilité de me rendre où je voulais. Hein, voilà, il y a le port du masque, etc. Mais je pense que oui, ça a été une approche différente pour gérer la crise. Et de par le droit du travail, voilà, les gens sont tombés bien bas, mais on peut remonter ou rebondir aussi probablement plus rapidement. Ok, super. Merci. Ok. Alors, peut-on effectuer un stage dans tous les domaines professionnels et quels sont les prérequis pour effectuer un stage linguistique? Alors, les stages en entreprise, oui, à part certains caractéristiques de domaine, mais ça on pourra voir dans la partie éligibilité. Mais c'est très rare. Enfin, il y a très peu de choses. En fait, pour faire un stage aux États-Unis, il faut que ça soit en lien avec vos études. Voilà, c'est simple. Vous êtes étudiant, vous avez des cours. Ces cours doivent correspondre aux missions de stage que vous allez avoir. En gros, vous pouvez pas être étudiant en marketing et aller faire un stage de management hôtelier. Voilà. Donc, c'est aussi basique que ça. Après, il n'y a pas vraiment de secteurs qui sont interdits. Ok. Tac. Elvis voudrait une liste des entreprises recherchant des stagiaires internationaux. Il y en a plein. Ça se trouve sur Internet, ça se trouve sur Google. Il faut y aller. Quel est l'âge maximum pour prétendre au stage? Il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément d'âge. Après, ça fait partie, c'est au bon vouloir du sponsor qui est de dire il y a un âge minimum de 18 ans. L'âge maximum, il n'y en a pas, mais après, ça fait partie d'une logique. On est sur du stage, on n'est pas sur du job. Donc, à partir d'un moment, ils vont se poser la question de si la personne, elle veut pas un visagien pour un job. Ok. Ok, donc on a des questions visa. On va y revenir. Ok. Avez-vous des plateformes électroniques pour postuler à un stage aux USA? Oui, je vous les ai proposées et vous recevrez le PDF plus tard. Peut-on effectuer un stage avec un visa touriste qu'on détient déjà? Non, absolument pas. Si vous partez en stage aux USA, c'est du visa J1. Surtout pas utiliser un visa ESTA. Le visa ESTA pour le tourisme, c'est pour le tourisme. Le visa J1, c'est pour le stage. J'hésite à faire un stage au Canada grâce à l'entreprise Studyland ou aller aux USA. Que me conseillez-vous? Ah, ça c'est une question qui est très large. Alexia, est-ce que tu connais un peu le Canada? Bah oui, justement. Oui. Alors le Canada, c'est différent. Alors le J1, si je me souviens bien, tu peux me commenter, Yves, il me semble que pour le J1, il faut avoir voilà, une entreprise, il faut avoir une offre pour pouvoir voilà, prétendre donc, à un stage. Oui. Au Canada, il y a comment ça s'appelle le PVT. C'est le International IEC, je ne sais plus comment ça se dit. Voilà, il y a la possibilité, je crois que c'est un âge limite peut-être de 30 ou 35 ans, où on peut en effet partir au Canada avec ce qu'appelle un Open Work Permit. Donc c'est un permis de travail qui est ouvert, soit pour les vacances, soit il y a, je crois, une catégorie vacances-travail qui vous permettrait donc voilà de partir sur place, de chercher une entreprise sur place et même de passer de l'un à l'autre. Donc pour le Canada, c'est une approche qui est différente sur rejoindre le pays finalement. Tout à fait. Parce que le visa est différent. Tout à fait. Donc très clair. Donc pour le Canada, on n'est pas obligé d'avoir déjà trouvé son stage en premier. On peut y aller en ayant ce qu'on appelle un permis vacances-travail, un PVT. Par contre, pour les États-Unis, il faut d'abord avoir trouvé son stage pour ensuite faire les démarches de visa. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller entre le Canada et les États-Unis? Les États-Unis, il fait un peu plus chaud que le Canada déjà.
Je pense que c'est très différent. Hein. Je Ouais, pense que c'est ouais. un milieu du travail qui est différent. Moi, je suis intéressée par le Canada. Hein. C'est vrai qu'il y a une façon... il y a beaucoup plus de soutien. Tu vois, dans le milieu du travail aux États-Unis, voilà, on peut travailler sans avoir de vacances, sans avoir d'assurance médicale, sans avoir ce qu'ils appellent ici les benefits, hein, pas d'assurance santé, voilà. Au Canada, il y a tout un système, voilà, qui vous soutient, voilà, un peu comme en France, hein, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment la grosse différence, mais je ne sais pas si on la ressortirait avec un stage. Ce serait plutôt dans le long terme. Vivre au Canada, je pense qu'il y a, voilà, ça ressemble plus à la France dans la façon dont on travaille. C'est un mélange entre les deux. Les États-Unis, de nouveau, très extrême. Voilà, très extrême. Super, super. Ouais, très clair, très clair, très clair. Merci pour cette, explication. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu sur comment décrocher le stage. On va aller vite sur cette partie-là, mais parce que vous la recevrez. Vous recevrez cette présentation après le webinaire. Déjà, toute la partie CV. Est-ce que tu aurais des conseils sur le CV, Alexia? Je vois être honnête. Oui, on ne gonfle pas son CV. On a un Tu CV valides qu'on voit. alors? Tu valides ça? Bah, surtout qu'aux États-Unis, alors je ne sais pas s'ils le font hein, quand ils recrutent des stagiaires, mais ils ont ce qu'ils appellent un background check, où ils vont vérifier hein, que ce que vous avez dit dans votre CV, ce que vous avez dit à l'entretien, est actuellement est correct. Voilà. Hein. Ouais. Donc, pour travailler dans les ressources humaines, hein, c'est voilà, quand on est embauché aux États-Unis, on vérifie. Voilà, on vérifie les informations. Donc, et même si on ne les vérifie pas, hein, voilà, être honnête. Ils le sauront un jour ou l'autre, ça ne sert à rien de mentir. Et puis mon deuxième conseil, ce serait peut-être de cibler son expérience par rapport à l'offre. Par exemple, hein, j'ai fait un stage en ressources humaines, mais en paye, et je fais un stage en recrutement. Et maintenant, je postule pour un poste en recrutement. Peut-être que je ne vais pas m'étendre sur mon stage en paye, parce que ça n'a aucun rapport avec le recrutement, et je vais réellement parler de mon expérience en recrutement que j'ai déjà fait, mon stage, et je vais essayer de trouver les mots-clés de l'offre et puis de les remettre dans mon CV, sans mentir de nouveau. Mais voilà, mettre l'accent sur ce que le recruteur ou le manager est en recherche. Et même si ça veut dire que on passe certaines de nos expériences un petit peu sous silence, mais parce qu'au final, ça ne va pas vous servir. Voilà, donc ce serait peut-être mes deux conseils. Être Donc, vrai. en quelque sorte, pour résumer, il faudrait avoir plusieurs CV dans le domaine qui est le nôtre et vraiment personnaliser la candidature avec le CV le plus adapté au poste dans lequel on travaille. Parce que bien sûr, quelqu'un qui recherche les ressources humaines, donc dans les ressources humaines, il y a plusieurs catégories, il va pas avoir un CV pour la finance et un CV pour le marketing. Mais il va avoir pour la paye, pour le recrutement, pour la gestion des promotions, pour ce genre de choses. Ouais. Oui, et moi-même, je me souviens, c'est vrai que avant de chercher, je me dirigeais soit vers les ressources humaines, hein, soit vers la communication interne, et j'avais réellement deux CV. Et encore aujourd'hui, mon CV, je peux le changer en fonction de l'offre. Et puis un autre point que je dirais, c'est aussi parler de ses qualités. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai rajouté. Hein. On a le nom, prénom. De nouveau, pas trop d'informations personnelles. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, on ne partage pas trop. On parle pas de ses enfants, on ne dit pas trop là où on habite. Voilà. Mais ensuite, je me dis, voilà, quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'apporte? Quels sont mes points forts? Voilà, pour que voilà, ça ressorte tout de suite. Et ensuite, voilà, on parle de son expérience, de ses études. Ok, super. Donc, tu valides aussi le premier point qui n'est pas d'informations trop personnelles. Oui, tout à fait. Oui. Ok, super. Il n'y a pas trop de bêtises sur ce PowerPoint. Du tout, du tout. Bon, super. Ben, du coup, vous aurez tout ça, vous pourrez le lire. Du coup, on avance. Est-ce que tu es d'accord avec la partie Work Experience en premier et la partie éducation en deuxième? Les États-Unis, c'est un peu différent de chez nous par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Non, je suis d'accord. Oui. Oui. On peut commencer par l'expérience professionnelle et ensuite mettre. Alors, c'est vrai que je voyais un commentaire. Hein, on peut être honnête. C'est vrai que quand on est étudiant ou quand on est stagiaire, on n'a pas beaucoup. Voilà, le CV est vide. On n'est pas aussi rempli qu'après 10 ans. C'est comme ça, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein, mais je suis passée par là, c'était galère, hein, j'en ai souffert aussi. C'est stressant, c'est fatigant, et en plus, j'imagine que là, tout le monde vit ça en plus avec le Covid, hein, et tout ce que ça, voilà, tout ce qui était compliqué. Mais oui, une page, voilà, une page. Pas besoin non plus d'en faire plus, de rajouter trop, voilà. On va droit au but et on est concret. Et on est. Voilà.
Mais en tout cas, c'est vachement intéressant ce que tu es en train de dire parce que tu l'as vécu, tu as dit que c'était dur, Oui. tu as dit que tu en as souffert, mais tu as réussi à le faire. Oui, oui. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce que j'essaye de faire avec ces webinaires, c'est de tout simplement montrer, parce que beaucoup de gens t'idéalisent. Et c'est normal et c'est très bien. Et parce que tu as une super carrière, tu es parti aux États-Unis, il y a tellement de jeunes qui le voudraient, qui voudraient faire la même chose. Mais aussi, tu as cette capacité à leur faire prendre conscience que tu es aussi humaine et que tu étais pareil qu'eux à l'époque. Et malgré tout le succès que tu as eu, eh ben, tu as commencé comme eux. Pas d'expérience, stressant, c'était dur, mais tu as persévéré. Oui, oui, on persévère. Voilà. Donc, là, je vois quelques questions aussi. La photo absente, moi je dirais pas de photo. Le CV de plusieurs pages, on peut le faire. Hein. J'ai reçu des CV de 3-4 pages, mais c'est des gens qui ont une expérience, qui ont fait des publications. Voilà. Donc de nouveau, il ne faut pas un CV de plusieurs pages s'il n'y a rien à mettre dedans. Voilà, on fait en fonction de son expérience et en fonction de l'offre. Super. OK. Donc, valorisez du mieux que vous puissiez votre expérience, mais l'expérience, c'est pas forcément dans une entreprise. Ça peut être des projets que vous avez fait à l'école. Ça peut être des associatifs. Vous travaillez pour une association et vous donnez de votre temps. Eh ben, c'est très bien. Donc voilà, soyez créatifs. Et c'est sûr, une chose que j'ai pas mentionnée, mais qui a tout son sens, il faut passer du temps sur son CV. Vous créez pas un petit torchon sur le bord de la table en disant c'est bon, j'ai mis mes 3 lignes et ça ira, ça passera. Je peux envoyer ça aux entreprises. Non, il faut le réfléchir. C'est votre résumé. Ça s'appelle un résumé, un CV. C'est ce qui est le plus alléchant de vous sur une seule page. Ou voilà. Hein? Et ce que tu as dit, Yves, ce projet associatif, projet personnel, c'est très valorisé aux États-Unis. C'est vrai que j'y vis depuis 10 ans. Je vois les lycéens ou les collégiens sont encouragés à faire partie de groupes à l'école ou en dehors de l'école. Et ensuite, naturellement, à l'université. Et ça, c'est très encouragé. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été rémunéré en France ou qui n'est pas, voilà, exactement, qui rentre dans les clous du stage. Il faut quand même le mettre parce que vous avez sûrement appris quelque chose et vous avez sûrement développé personnellement et ça peut aussi être valorisant. Super. Excellent, excellent, excellent. Bon, partie CV, on a vu. Lettre de motivation, vous regarderez les informations qu'on voit. Il y a quelques erreurs qui sont importantes, mais moi, j'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est l'entretien d'embauche aux États-Unis. Vous y êtes, vous avez réussi à séduire un entrepreneur, un RH, peu importe, un décideur qui souhaite vous voir en entretien. Donc, c'est un moment qui est super important. Moi, le seul conseil que j'ai, et après on va demander à Alexia, c'est celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Moi, j'adore cette phrase parce qu'elle résume exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont à l'entretien absolument pas préparés. Pas préparés, ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on met une chemise, un costard, qu'on est bien présenté devant sa webcam qu'on est préparé. Bien être préparé, c'est avoir vraiment ciblé, enfin, vu ce que l'entreprise fait. Qui est la personne que je vais avoir en entretien? Donc, on peut aller sur son LinkedIn. Est-ce qu'elle aime la même chose que moi? Est-ce qu'on a fait la même école? Bon, forcément, là, il y a peu de chance. Mais peut-être, si vous êtes avec un Français, si vous avez Alexia qui, par exemple, vous donne un entretien, elle est aux États-Unis, vous avez fait la même université qu'Alexia. Ben moi, j'en parlerai ça durant l'entretien. Je dirais, Alexia, j'ai pu voir que vous aviez fait cette université. Ben moi, je suis dans la même, c'est super. Bon, c'est l'université, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, j'ai vu que vous avez travaillé dans cette entreprise. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Ou voilà. Mais soyez performant dans votre préparation pour montrer qu'il y a de la connexion avec votre interlocuteur. Et ça, c'est super important. Après, être ponctuel, basique, ça, vous pouvez pas. J'ai vu une étude passer comme quoi 90% des jeunes qui étaient arrivés en retard lors d'un entretien avaient été exclus, enfin, n'avaient jamais été sélectionnés. En effet, ça a son sens, même si on peut avoir des vraies, très bonnes excuses. Je pense qu'il y a le film Happiness, The Pursuit of Happiness, qui est super avec Will Smith, où il arrive en retard à son entretien. Bon, il a finalement le truc, il arrive tout taché de peinture, etc. Donc, super scène. Mais bon, ça c'est des cas extrêmement rares. Et puis, il faut avoir la capacité à s'exprimer comme Will Smith. Donc, ça, c'est un autre sujet. Alexia, qu'est-ce que tu penserais, toi, qu'il faudrait conseiller lors d'un entretien à tous ces jeunes ce soir?
Alors oui, être préparé. Et d'ailleurs, j'ai changé d'emploi hein, il y a moins de 6 mois. Et je me suis préparée pendant mes entretiens. Ça veut dire aller sur le site de l'entreprise, essayer de me renseigner un petit peu, essayer de me souvenir, hein, essayer de se retenir, de retenir tout ce qu'on a pu lire. Mon focus, c'est de nouveau les ressources humaines. Hein, donc, j'essaie de me renseigner un peu plus sur les ressources humaines. Je ne vais pas me renseigner forcément sur la partie vente ou la partie marketing qui n'a aucun intérêt pour moi, ou qui ne me parle pas. Et j'ai fait ces fameuses questions. Hein. On va sur Internet, on Google questions d'entretien classiques ou je ne sais quoi, et on va vous en proposer. Voilà. Et même si on n'a pas besoin de les apprendre par cœur, ça nous force à réfléchir. Ça nous force à formuler. Et moi, ce que je fais, c'est que je parle à voix haute. Donc ça, je vous le conseillerais aussi. Hein, parce que c'est vrai que le jour, si on se prépare dans sa tête, le jour où on est obligé de le dire à voix haute, peut-être qu'on va s'entendre et ça ne va pas bien sonner. Voilà. Donc, je pense que voilà, se préparer, ces questions, les avoir un petit peu. Et comme ça, voilà, on sera moins surpris par les questions qui nous seront posées. Et puis, je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que quand on est en recherche d'un emploi ou d'un stage, on le veut. Voilà, et on ne se sent pas forcément... on n'est pas forcément bien dans sa peau. Voilà, on n'est pas en position de force. Hein. C'est pas comme j'ai un job et on s'approche et on vient me rechercher. Non, j'ai pas de job. Je cherche quelque chose. Et donc avoir confiance en soi. Voilà. Et donc je pense qu'être préparé, ça va se sentir hein, et se souvenir que l'objectif final du recruteur ou du manager, c'est de trouver le bon profil. Donc si on n'est pas sélectionné, alors soit on a vraiment on ne s'est pas préparé, on a réellement raté, donc ça arrive. Soit c'est finalement, c'était pas le bon poste. Voilà. Peut-être que le recruteur qui nous a pas sélectionné pour un deuxième entretien ou pour l'offre finale a senti que c'était pas le bon poste. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'a pas toujours le retour des recruteurs ou des managers. Hein. Parfois, ça va être un email qui va dire vous n'avez pas été sélectionné, merci, au revoir. Donc on ne sait pas pourquoi. Mais s'il y a la possibilité peut-être de savoir pourquoi on n'est pas sélectionné, ça aidera sûrement à réussir le prochain et puis à prendre confiance en soi. Ouais. Super. Ok, merci beaucoup pour ce retour. On file parce qu'il est déjà 19h21. On passe du bon temps ensemble, mais il y a pas mal de sujets abordés et il y a notamment les démarches administratives pour les stages aux États-Unis. Donc, si vous avez trouvé votre stage aux États-Unis, félicitations, vous avez fait le plus dur. Mais ensuite, il faut attaquer les démarches de visa J1 pour votre stage. Donc, si vous avez trouvé un stage aux USA, c'est obligatoire, même si le stage est non rémunéré ou dure moins de 90 jours, de faire un visa J1. Il y a des règles strictes qui s'appliquent à ce programme et du coup, il faut qu'on les voit ensemble. Les démarches prennent du temps. Il faut s'y prendre au moins 2 mois à l'avance avant de partir. Alors, il faut être âgé entre 18 et 38 ans. Le 38 ans, c'est pas forcément un âge maximum, mais c'est un âge auquel, après, le sponsor, il n'est pas sûr de sponsoriser. Il faut avoir un stage en lien avec les études ou le diplôme. Il faut répondre aux critères d'éligibilité exigés par le sponsor, et ça, on peut les voir après. Et les études et diplômes doivent être en dehors des USA. Il y a 2 types de visa J1 pour les stages aux USA. Il y a le visa J1 intern et le visa J1 trainee. Le visa J1 intern, ce sont pour les étudiants ou les jeunes diplômés de moins d'1 an. Le visa J1 trainee, ce sont pour les diplômés depuis plus de 1 an. En fait, il y a 3 étapes principales pour faire votre visa J1. Premièrement, on l'a déjà dit, il faut absolument que vous ayez déjà trouvé votre stage, votre entreprise. Ensuite, l'étape 2, il faut constituer votre dossier. L'étape 3, on obtient le DS-2019, qui est un certificat d'éligibilité offert par le sponsor. D'accord? Et puis ensuite, vous devez aller à l'ambassade des États-Unis à Paris pour faire valider votre visa J1. Toutes les démarches de visa J1 se font en ligne et pour ça, il faut aller sur le site internet visa-j1.fr. Alors, quelques questions de base parce que souvent, on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'un sponsor? Donc, un sponsor, c'est un organisme désigné par le département d'État dont la mission est de s'assurer que le stage respecte la réglementation du visa J1 et donc que le stage est éligible. Qu'est-ce que le DS-2019 que le sponsor vous octroie? Le DS-2019, c'est un certificat d'éligibilité dont on a besoin pour prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis afin de valider et de faire valider le visa J1 sur votre passeport. Si vous n'avez pas le DS-2019
offert par le sponsor, vous ne pouvez pas aller à l'ambassade des États-Unis à Paris et donc obtenir votre visa J1. L'obtention du DS 2019, une fois que votre dossier est complet, c'est 2 semaines. Alors, si vous avez besoin d'aide pour votre visa J1, il faut aller sur le site internet visa-j1.fr. Vous avez l'URL qui est juste en dessous. Alors, des questions sur le visa. On va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Charlotte, quel visa pour un stage de 6 mois? C'est le visa J1. Et donc, du coup, il faut aller sur le site visa-j1.fr pour démarrer les démarches. Une fois que vous êtes inscrite, vous recevrez tous les documents à compléter. Tac, tac, tac. Oui, Lucas, vous aurez toutes les diapos. Comme ça, vous pourrez tout revoir. Donc, le process de visa, Charlène, il prend 2 mois. À partir du moment où on débute jusqu'au moment où on a le visa, c'est à peu près le temps nécessaire qu'il faut à peu près consacrer. Ok. Ok, bon. Bon, il y a beaucoup de questions. Je suis désolé, on n'aura pas eu le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Maintenant, on vous répondra par email après la conférence. D'accord? On vous répondra par email. Et si jamais, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer, vous pouvez me contacter. Vous avez mes emails. Alors, juste le cadeau que je souhaitais vous offrir avant d'échanger un petit peu avec une ou deux dernières questions avec Alexia. Si jamais vous avez trouvé votre stage aux USA, en vous inscrivant sur visa-j1.fr, avec ce code-là, vous avez 50 € de réduction. Alors, est-ce que, Alexia, tu aurais peut-être un conseil que tu as pu voir parmi toutes les questions qui ont défilé ou que tu as vu comme intérêt? Est-ce que tu aurais un message à communiquer avec ton expérience, ton recul sur les stages aux USA, l'expérience aux USA? Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait savoir et qu'on ne sait pas ce soir? Alors, par rapport aux questions, il y avait des questions sur l'entretien virtuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus en virtuel qu'en présentiel. Hein. Il ne faut pas paniquer. Le virtuel, ça paraît plus compliqué, mais parfois, ça peut être un atout. Parce que voilà, on est dans son environnement, il faut juste rester professionnel. Il y avait des questions parce que pas mal de personnes semblent ne pas être basées en France, peut-être pas de nationalité française. Et le J1 peut être le visa. On peut trouver un stage aux États-Unis, même si on n'est pas français ou pas physiquement en France, d'accord. Et je pense que là, je ne sais pas si le site, c'est un site seulement pour le visa J1 français, mais je pense qu'il y a d'autres sites. Tout à fait. Sur le site de l'ambassade de son pays de résidence, et on peut trouver des informations sur le visa J1. Tout à fait. Non, la seule chose que je peux dire, c'est que faut pas abandonner. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Voilà, c'était pas facile. Il faut persévérer. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Oui. Donc c'est vrai que moi, ce que j'expliquais, c'est mon expérience en VIE, donc qui est un peu comme un stage d'1 an et demi. Voilà, c'était une expérience très enrichissante. Je serais rentrée en France, ça m'aurait aidé, ça m'aurait servi. Mais le fait de rester aussi, ça a été réellement un tremplin. Et ensuite, les expériences suivantes que j'ai aujourd'hui aux États-Unis, c'est aussi, c'est tout ou rien, les États-Unis de nouveau. On m'a donné des postes où je n'avais aucune expérience professionnelle. Je crois que j'avais peut-être une question, le diplôme, l'école, peu importe d'où vous venez. Voilà. On ne va pas vous en vouloir de ne pas venir d'une grande école française, ça ne leur parlera pas forcément de toute façon. Donc, c'est vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on apporte, la façon dont on se débrouille et on va te performe, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, dont on va travailler. C'est pas forcément le diplôme ou l'école qu'on a fait, qu'on a eu dans le passé. Mais tout à fait, ça c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent mais moi je viens pas d'une grande école. Mais il faut savoir une chose, c'est que les RH aux États-Unis,
ne connaissent pas du tout les meilleures écoles françaises. Il faut se dire une chose, c'est que est-ce que vous connaissez la deuxième meilleure université américaine? Est-ce que vous connaissez la deuxième meilleure université anglaise? Est-ce que vous connaissez la deuxième meilleure université chinoise? En fait, on ne sait pas ça. Nous, on sait notre classement parce que on lit les magazines, l'étudiant, Studyrama, etc., qui classent chaque année les jeunes, les écoles. Mais il faut se dire que là, vous venez de la 3e, 4e, 5e, 10e, 15e, 20e meilleure école de France, ou peu importe, hein, ça fera ni chaud ni froid aux recruteurs. Donc, il faut persévérer, n'ayez pas peur, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues avant de commencer. Vous avez peut-être pas assez d'expérience, mais Alexia non plus quand elle a commencé. Moi, j'ai pas parlé de mon expérience, mais j'ai aussi effectué des stages aux États-Unis pendant mes études et j'étais comme vous, j'avais pas forcément d'expérience. Donc voilà, il faut y croire, il faut persévérer et je suis convaincu que vous y arriverez. Oui, et puis c'est vrai que, alors, postuler pour un stage aux États-Unis, je pense qu'il faut le faire via de nouveau son pays ou via des entreprises qu'on connaît. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que commencer par mettre le pied dans une entreprise, en France notamment, c'est plus facile. Hein, et c'est vrai que je le vois encore aujourd'hui. Hein, donc, j'ai 10 ans en mobilité internationale. On transfère des salariés. Voilà. Plutôt qu'on embauche des étrangers qui ne travaillent pas chez nous. Là, donc, je travaillais pour Siemens Gamesa, je travaille pour SAP en ce moment. Et tous les jours, on transfère des salariés qui viennent du Maroc, du Brésil, de France, d'Allemagne, de Chine, je ne sais pas, hein, de tous les pays du monde. Et ils ont la même éligibilité au visa. Mais le fait d'avoir cette expérience déjà donc de 1 an, 2 ans, 10 ans dans l'entreprise, ça facilite. Et donc, je pense que le goal ultime d'un stage aux États-Unis, il faut peut-être le voir en deuxième étape et pas forcément la première étape. Donc, et l'anglais aussi, je voyais, est-ce qu'il faut parler anglais? Oui, il faut bien parler anglais pour pouvoir faire un stage aux États-Unis. Super. Eh ben, merci beaucoup, Alexia, parce qu'il est 19h31 et j'ai pas envie de te mettre en retard sur ta réunion de travail. Merci vraiment beaucoup pour ce partage qui était génial pour tous ces jeunes, parce qu'il y a vraiment de l'authenticité et les jeunes peuvent voir vraiment progressivement, enfin, je l'espère, globalement, les différentes étapes par lesquelles tu es passé. Ça permet de se rassurer aussi. Voilà, on va laisser Alexia. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a aidé. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, on reste en contact. On vous enverra, bien entendu, le replay ainsi que la présentation. Et puis, voilà, si vous avez la moindre question sur les démarches de visa, vous allez sur visa-j1.fr. On vous y répondra avec grand plaisir. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Et puis, excellente année 2022 à tous. On n'a pas commencé par ça, mais profitez bien. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci, Alexia.